Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 4e numéro de 01 Start. Tout d'abord, je tenais à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce rendez-vous qui est là pour vous inspirer et pour peut-être vous donner envie d'entreprendre et de prendre en main votre destin. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite humblement de faire tous les mois. Avec au menu pour ce 4e numéro, notre rendez-vous Business Stories avec deux entreprises, deux entrepreneurs inspirants que nous recevrons tout à l'heure. Mes chaussettes rouges est prête à pousser et puis ce sera aussi le rendez-vous des tips dans 01 Start. On recevra Stéphanie Bocage qui est conseillère Pôle emploi et qui nous expliquera comment on peut financer aujourd'hui son entreprise, quelles sont les options, rupture conventionnelle, etc. si on veut partir aussi de son poste pour voler ses propres ailes. Et puis on parlera aussi du French Tech Tremplin tout à l'heure, une belle initiative, un programme gouvernemental qui accompagne les entrepreneurs, vous le savez. Voilà, vous savez tout, merci d'être là, c'est parti pour 01 Start comme chaque mois sur 01 TV. Un Start que vous pouvez retrouver bien sûr sur la chaîne YouTube de 01 TV, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous retrouver sur 01net.com et sur 01 TV, la chaîne sur les box Orange, Free, SFR et sur France Sat. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez réagir au contenu de cette émission avec le hashtag 01 Start sur les réseaux sociaux. On attaque tout de suite avec notre premier rendez-vous et j'accueille tout de suite mes deux invités. C'est Lancez-vous. Et on commence bien sûr avec Laurent Broncard qu'on accueille à chaque fois dans 01 Start et c'est toujours un plaisir. Laurent, bonjour. Bonjour François. Qui est, rappelons-le, responsable de la Marketplace Amazon et puis surtout de cet accélérateur du numérique, cette espèce de plateforme de vidéos gratuite à la demande qui vous permet bien d'apprendre énormément de choses si vous avez envie de vous lancer. On va en parler dans un instant. Laurent, tu me disais que tu connaissais notre invité de réputation. On est ravis pour ce 4e numéro d'accueillir Alexandre Mars. Bonjour Alexandre. Salut François. Bonjour Merci d'être là Alexandre. Alors Alexandre, voilà, il incarne cette émission. Voilà, pour tout dire, c'est un petit peu notre rendez-vous hautement inspirant. Alexandre est un entrepreneur. Tu as commencé très jeune à être entrepreneur. On va revenir sur ce parcours dans un instant. Tu as créé Fun Valley, Scroon, Epic Foundation. Et puis tu es auteur de plein de contenus, d'un podcast qu'on peut retrouver qui s'appelle Pause. Voilà. Pause, oui, tout à fait. Exactement. Merci et puis, François d'en parler. Et cet ouvrage que tu viens de sortir dans une nouvelle édition qui est très, très intéressant. Il s'agit tout simplement de Ose, tout le monde peut devenir entrepreneur, paru aux éditions Pocket. Voilà un petit format. Ça matche pas mal avec ton émission. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Et puis en plus, c'est tout petit. On est dans les transports en commun, dans le métro, dans le train. Hop, on le met dans son petit sac à dos. Et on découvre énormément de choses avec cette nouvelle édition avec des bonus, les 10 clés, la to-do list pour démarrer. Ça tombe bien que tu sois avec nous. Parce que c'est vrai que dans cette émission, on essaie de donner envie aux gens d'entreprendre, de les inspirer. Et c'est ce que tu fais avec ce livre. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre en fait? Quelles sont les clés que tu souhaites communiquer? C'est le livre que j'aurais aimé avoir quand j'ai démarré. Et c'est un livre qui n'existe pas, qui n'existe pas vraiment encore aujourd'hui. C'est une sorte de guide, mais pas un guide théorique que tu pourrais apprendre dans les grandes écoles. C'est un guide très pratique. J'ai partagé mon expérience, mais aussi l'expérience d'une trentaine d'entrepreneurs. Pas uniquement de la tech d'ailleurs, et c'est ça aussi qui est important avec ton émission. Tu ne parles pas uniquement des entrepreneurs qui veulent forcément se lancer dans la tech. C'est plus large que ça, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est protéiforme. Tu le sais très bien, ce livre-là est un petit peu le résultat d'histoires, d'une trentaine d'histoires, et c'est une vingtaine de chapitres qui vont vous amener et amener les lecteurs à peut-être choisir un partenaire ou pas, comment se financer, quels sont les sujets importants, est-ce que je dois avoir une idée exceptionnelle, comment on se lance, c'est quoi le marché, tout un tas de projets, et tu le sais très bien toi, la majorité des gens parfois hésitent, ne savent pas, doutent. Et ce livre-là est amené justement à les aider à se lancer, et même pour ceux qui sont lancés, peut-être, à réfléchir différemment. Je te rappelle, mais tu connais les chiffres, les derniers résultats d'une étude ont montré qu'il y a encore 11 millions de Français, c'est exceptionnel, qui veulent se lancer. 1 million l'ont fait, c'est-à-dire qu'il y a 10 millions de personnes qui sont encore dans l'hésitation. C'est cela, pas forcément tout le temps, mais en tout cas une partie de cela doivent se lancer. Comment expliquer justement qu'il n'y ait simplement que 10% des Français qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui se lancent vraiment? On a cette peur du vide, bien sûr. C'est certainement ça pour une grande partie des gens. Beaucoup de gens ont un petit peu des menottes dorées, qui ne sont pas forcément très dorées parfois, mais le risque de tout perdre, le risque de se lancer, le risque d'échouer,
qui est un risque majeur. Et on a été éduqué avec ce risque-là en disant juste ne te lance pas, on ne sait jamais. Mais si tu ne te lances pas, tu ne réussiras pas non plus. Donc tu es dans un système où tu hésites, et hésiter peut-être parfois te ramène 10 ans après, 15 ans après, à ne pas l'avoir fait et à vivre avec des regrets. On évoque souvent aussi la peur de l'échec, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'ose pas se lancer, parce qu'on a peur d'être montré du doigt si ça ne marche pas. C'est étonnant parce que ça, c'est franco-français, hein, cette culture de l'échec. C'est un peu plus c'est assez européen. C'est assez européen. C'est une culture un peu plus vieux continent qui ne fonctionne pas ou qui a peur de ne pas réussir. Mais bon, c'est la phrase d'introduction de ce livre de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais ». Soit globalement j'apprends, soit je réussis. Mais en gros, globalement, un échec n'est vu, en tout cas dans les yeux de beaucoup, comme qu'une manière de réussir. C'est les prémices d'un succès, ça vient toujours d'un échec. Ça ne peut pas être autrement. C'est très rare les gens qui, dès la première fois, réussissent sans aucun problème. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, ça touche à un autre sujet qui est savoir pivoter, savoir s'adapter, être l'éponge qui va faire que nous trois, on n'a pas fait que des choses parfaites. On a aussi eu des échecs, des problèmes, des choses qu'on a dû solutionner. Arrêtons d'imaginer, et c'est malheureusement parfois l'image qu'on peut donner, que tout a été facile. Non, mon histoire, je le mets dans ce livre-là, n'est pas facile. J'ai dû faire des sacrifices. C'est compliqué. On a dans beaucoup d'hésitations, parfois un doute. Et c'est ça que j'essaie en tout cas certaines réponses que j'ai essayé d'apporter, parce que c'est dur, c'est pas facile, mais qu'est-ce que c'est bon ? Oui, c'est vrai. Et puis, il y a aussi la satisfaction d'entreprendre quelque chose, de réussir. En revanche, il faut travailler. On est d'accord, et tu le dis dans ton bouquin, hein, c'est vraiment... Là, on ne compte pas ses heures quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Il y a une étude qui a été faite. Moi, j'ai pris cette étude que j'adore. C'est un psychologue suédois qui s'appelle Ericsson qui a fait une étude dans l'école de musique de Berlin. Et il s'est dit comment c'est possible que dans l'étude de musique de Berlin, tous les jeunes qui arrivent dans l'école de musique de Berlin, qui est une école les meilleures au monde pour les violonistes, ils disent comment c'est possible qu'ils arrivent au même niveau et à la fin de l'école, quelques années après, il y en a qui sont maestros internationaux, d'autres qui sont nationaux et d'autres qui sont profs de musique. Il a essayé de comprendre, ils ont tout regardé, il était avec 2 collègues, il a remarqué qu'il y avait une théorie qui est la théorie des 10 000 heures. Il a démontré que cette théorie des 10 000 heures, c'est que si vous travaillez donc plus que les autres, beaucoup plus que les autres, vous allez pouvoir atteindre un niveau qui sera stratosphérique. Donc certainement, allez, ceux qui ont fait 6 000 heures, eux seront très bons mais nationaux. Ceux qui auront fait 4 000 heures deviendront profs de musique. Et c'est assez intéressant, c'est que quel que soit le talent que vous avez, en tout cas c'est comme ça que moi je l'appréhende, si vous ne travaillez pas plus que les autres, en tout cas moi je ne pense pas forcément avoir beaucoup plus de talent que les autres. En revanche, j'ai travaillé beaucoup plus que la majorité des gens. C'est intéressant de voir que c'est quasi cartésien en fait. Plus on travaille, et il y a cette théorie des 10 000 heures, où là, on atteint l'excellence en quelque sorte. Mais on regarde, vous pouvez avoir n'importe quel talent, et c'est ça aussi la question importante. Et regardez pour tous les sportifs, par exemple. Les sportifs qui vont vraiment sur-réussir, c'est ceux qui vont certainement avoir fait que ça. Et pour ça, ça touche un autre sujet qui est avoir faim. C'est pas facile d'avoir faim. Ce qui est intéressant, c'est qu'un bon nombre de ces entrepreneurs que tu reçois ici ou qui ont aujourd'hui un petit peu d'écho positif, c'est des gens qui ont grandi avec pas forcément grand-chose, qui ont dû réussir parce qu'ils n'étaient pas forcément dans une direction qui était la direction facile pour eux. Il faut avoir un booster. C'est compliqué un travail 10 000 heures. Il faut vraiment avoir une vraie bonne raison de le faire. Et donc c'est tout un peu ensemble, la capacité de savoir que le travail va amener des sacrifices. Et là aussi, c'est quels sont les sacrifices que toi, Laurent, tu as acceptés, que toi, François, tu as acceptés par rapport à d'autres. Les sacrifices, ils sont soit sur votre santé, parce que vous avez travaillé plus que les autres, soit sur votre famille, soit sur vos enfants, soit sur votre femme, soit sur votre sport. Mais n'imaginons pas que tout va être facile, quand même. C'est une évidence, mais il faut quand même le réexpliquer, parce que c'est vrai que c'est aussi compliqué et dur. Oui, ça va être aussi une épreuve pour toute la famille, hein, parce que forcément on sera moins disponible pour autre chose, etc. Il faut être focus pour après récolter les fruits, évidemment, de son travail. Laurent, juste un mot. Alors évidemment, tout ce que dit Alexandre est passionnant, mais c'est vrai qu'en plus il y a aussi un paramètre, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une période formidable où on a énormément d'outils, en fait, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. On est aidé, on peut avoir des conseils. Alors évidemment, il y a cette émission, mais aujourd'hui, il y a plein d'outils sur le web qui facilitent en fait cette décision de se lancer. Je pense qu'il y a un parallèle entre l'entrepreneuriat
tel que tu l'évoques, et ces défis, hein, la peur du vide, le travail dur et long nécessaire. Et puis, moi, ce que je vois en accompagnant des PME depuis longtemps, dans leur digitalisation, dans leur pas vers l'e-commerce. Il y a cette peur du vide, cette peur de l'Internet, et puis la peur de devoir passer beaucoup de temps à comprendre un sujet qui peut être très technique. Et je pense que François, tu as raison, aujourd'hui, on arrive à un moment où de plus en plus, on essaye de faire gagner un petit peu de temps aux entreprises, en leur disant, en fait, on va vous aider à démystifier le e-commerce et vous donner quelques outils pour simplement vous aider à gagner un petit peu de temps dans votre montée en compétences. L'accélérateur du numérique, c'est un petit peu ça, effectivement, c'est plusieurs vidéos, toutes petites, 5-6 minutes, sur pas mal de sujets, il y en a une 60aine, ça va du marketing à la logistique, un petit peu pas mal de sujets, pour vous aider un peu à décrypter rapidement les grands enjeux et essayer de ne pas passer... dans les 10 000 heures, vous en passerez forcément un bon bout de temps, mais la première centaine, on va vous la gagner. Parce que tout de suite, vous allez vous approprier les bons concepts, les bons réflexes, et ensuite, vous allez pouvoir un petit peu creuser. C'est ce qu'on essaye de faire, et je pense qu'au-delà de ça, après, il y a plein d'outils partout sur Internet qui vous aident un petit peu, suivant votre modèle, suivant votre manière de vendre, ce que vous vendez, à aller plus vite avec des outils. Mais vraiment, cette formation, elle essaye de donner un peu les bons réflexes. Alexandre, est-ce que justement les entrepreneurs sont assez soutenus? Alors on parle des outils évidemment qui sont foison aujourd'hui sur Internet, mais est-ce que, par exemple, le gouvernement fait assez d'efforts justement pour insuffler cette volonté d'aller vers l'entrepreneuriat? On recevait Cédric O qui nous disait justement que le gouvernement faisait un effort important. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Moi, je veux dire, les gouvernements, ça n'a pas commencé avec le gouvernement actuel. En fait, historiquement, maintenant, ça fait une quinzaine d'années que les gouvernements ont poussé l'entrepreneuriat. On se souvient de la facilité aujourd'hui, ou même il y a 15 ans, je me souviens, c'était Renaud Dutreil qui avait lancé, à l'époque, il était secrétaire d'État au ministre, je crois, aux entreprises. Et ils ont créé petit à petit, et tous les gouvernements, que ce soit de droite ou de gauche, l'auto-entrepreneuriat, les choses comme ça. Pousser ça pour que ça soit plus simple, plus facile. Donc la réponse est oui. Maintenant, il y a la manière de la créer, donc la facilité potentiellement à créer, mais aussi le financement. Là, on trouve sur quelque chose dont on entend beaucoup parler, c'est la BPI, donc la Banque publique d'investissement, qui a été très active et qui est très active. Et c'est intéressant aussi bien sur la partie tech, mais aussi sur la partie régionale, puisqu'ils dépensent aussi et financent beaucoup de projets qui sont dans la région. Ça aussi, c'est important avec l'entrepreneuriat, et ça touche vraiment les gens qui te regardent, François. Ça n'est pas uniquement Paris intramuros. L'entrepreneuriat a de ça que ça ne permet d'avoir un entrepreneur qui va être justement auto-entrepreneur, qui va vouloir rester à Brest, à Toulouse ou à Strasbourg. Il n'est pas obligé d'être à Paris pour lancer son entreprise et pour la réussir. Alors là, je m'arrête 2 secondes sur la réussir. C'est la réussite de gens comme nous, peut-être il y a 10 ou 20 ans, était certainement plus financière. C'était combien je vais lever et quel est le montant. Aujourd'hui, la réussite dans l'entrepreneuriat est aujourd'hui en plus matinée de mission. Et ça aussi, c'est assez intéressant. On rencontre de plus en plus de gens qui disent « Moi, ce n'est pas forcément de réussir la plus grande levée de fonds qui va faire que je vais être heureux ou heureuse. Ça va être de pouvoir employer 3 personnes, de pouvoir rester dans ma région. » Et donc ça, c'est aussi assez intéressant de voir que la réussite n'est plus la même que celle qui avait été peut-être évoquée il y a une dizaine d'années de ça. C'est très agréable. Oui, et puis en plus, il y a tout ce qui est Tech for Good, les entreprises à impact, etc. Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui veulent non seulement lancer leur entreprise, mais en plus faire du bien à la planète. Et tu les reçois. Et toute cette nouvelle génération et en plus, est dans ce domaine-là. Et en plus, elles ont du succès. Tu prends un Too Good To Go, tu prends un Yuka, tu prends un Slip français, tu prends un Phoenix, et on peut en citer de plus en plus. Ils font le bien, c'est-à-dire qu'ils ont un modèle de mission, d'entreprise, et en plus de ça, elles ont une vraie réussite parce que les consommatrices et les consommateurs, les gens qui nous regardent aujourd'hui, préféreront de plus en plus acheter ce type de produit à des produits qui n'ont pas cette fibre. Et bien ça aussi c'est nouveau, et tu as raison, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui sont des entrepreneurs. Est-ce que des entrepreneurs sociaux, tech sociaux? Honnêtement, un entrepreneur est un entrepreneur, et de plus en plus, c'est exactement les mêmes codes qui regroupent l'entrepreneuriat. Pour terminer, Alexandre, qu'est-ce qui te pousse à partager en fait tout ton savoir? Tu as envie quelle est la mission en fait derrière tout ça? Pourquoi sortir un livre? Pourquoi sortir un podcast? Pourquoi tu prends autant de temps en fait à partager tout ce que tu as appris? Parce que je pense que pour un certain nombre de personnes qui n'osent pas, moi je n'ai plus envie d'entendre cette phrase que j'entends tellement souvent, François, c'est pas pour moi. J'y arriverai pas, c'est pas pour moi, je suis pas né au bon endroit, j'ai pas la bonne matière première. Et en fait, c'est aussi leur montrer que c'est être honnête avec les gens. C'est dur, mais c'est faisable.
Et tu parlais du podcast. Le podcast, c'est des parcours extraordinaires de gens ordinaires. Ça veut dire, oui, si tu regardes la trajectoire, tu diras, j'y arriverai jamais. Ou cette personne-là, tu penses qu'elle n'aurait jamais dû y arriver. Écouter, rencontrer, apprendre, c'est important. C'est pour ça que moi, je suis dans un modèle, alors, c'est très tech, open source. C'est-à-dire qu'on partage le plus possible. Je partage le plus possible parce qu'il n'y a rien qui m'appartient. L'important, c'est que les gens aient une trajectoire de vie. C'est un peu mon objectif de vie. C'est d'arriver à pouvoir aider un maximum de personnes à avoir une trajectoire de vie qui va être différente. En tout cas, qui va certainement être plus en phase avec ce qu'ils espèrent faire. Donc, essayer d'être altruiste. C'est tout à ton honneur. Laurent, donc, l'accélérateur du numérique, ces vidéos qui sont disponibles à tout le monde, rappelons-le, c'est totalement gratuit. Tout à fait. Il suffit de s'inscrire. Et puis après, on a accès à tout ce contenu qui évolue de mois en mois. On a des vidéos, on en rajoute régulièrement. Là, on a rajouté 2-3 vidéos sur du coding, de la sécurité informatique, etc. On a des webinaires. Régulièrement, il y a des conférences vidéo. Vous pouvez poser des questions à des experts. Donc, il y a aussi une partie interaction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des vidéos préenregistrées. Non. Il y a aussi des rendez-vous en direct. Des rendez-vous en direct. Et puis là, on lance à partir de du mois prochain des séminaires. On appelle ça des bootcamps. Donc, c'est plusieurs dizaines d'entreprises, de PME. Pendant 3-4 jours, on se met ensemble en digital et puis en physique. Et puis, on prend des ateliers, on prend le temps d'aller à travers des thématiques, que ce soit l'acquisition de trafic ou la mise en place d'un CRM, pour vraiment aller un cran plus loin. Donc voilà, on va tester pas mal de formats différents, y compris l'année prochaine. On a d'autres idées, du coaching personnalisé, etc. Ce que je propose à ceux qui nous regardent, c'est soit d'aller sur le site pour vraiment se faire leur idée, soit ou de venir sur l'Amazon Academy. C'est-à-dire que le 10 novembre prochain, Amazon, pour la 5e fois, fait l'Amazon Academy. C'est une journée dédiée à toutes les solutions technologiques que propose Amazon aux entrepreneurs, aux PME qui veulent se digitaliser, pour justement découvrir un peu les moyens qu'on espère simples, qu'on essaie de mettre en place pour les aider à se lancer. Que ce soit sur la partie marketplace, sur de la pub, sur du cloud, voilà, il y a pas mal de problématiques. Et on essaye de faire cet événement gratuit, ouvert à tous. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'invités. Et donc c'est amazon-academy.fr. Et il y aura une session sur l'accélérateur du numérique où on va détailler beaucoup plus tout ce qu'on va faire dans les temps à venir. Alexandre, dernière question. Quels sont tes projets après le livre, après le podcast? Est-ce que tu as encore cette soif d'entreprendre ou est-ce que finalement maintenant tu es plutôt dans le partage et dans le fait de donner en fait ton savoir, ou est-ce que tu as encore cette petite lueur? Non, elle est toujours là parce qu'elle doit être associée à une mission. Ma mission de vie, François, c'est vraiment quand j'aurai la même discussion avec toi dans 40 ans, je te dirais, moi, mon seul KPI, mon seul facteur de succès, si j'ai pu avoir un impact, c'est qu'est-ce que j'aurais fait sur cette planète. Et cette planète, pour moi, elle est clairement définie, c'est que le nombre de personnes que j'aurais pu aider à avoir une trajectoire de vie différente, c'est ma seule mission. Donc pour ça, tu peux imaginer que j'ai encore beaucoup de choses à faire. C'est à travers la fondation. Mais quels sont les sujets qui t'intéressent, par exemple? Aujourd'hui, il y a 8 grandes thématiques. Donc là, je pense qu'il nous faudrait encore 2 heures, mais j'en aurai avec plaisir. Mais ça va aussi bien d'une vraie diversité réelle dans la société française et ailleurs. Ça va être une vraie parité, ça va être le sport et l'inclusion par le sport. Ça va être des sujets comme la régionalisation. On est un pays qui est beaucoup trop centralisé. J'aime beaucoup quand tu parles de PME. Ça va être toutes ces thématiques-là. J'en ai un grand nombre. Et à chaque fois, je travaille avec des outils. La fondation EPIC, aujourd'hui, permet de développer un meilleur partage pour les gens qui possèdent un meilleur partage vers des organisations sociales. Le fonds d'investissement Bliss, qui est le fonds que je dirige, va soutenir des entreprises à mission. Donc à chaque fois, en fait, je travaille et je développe des entreprises, des structures qui vont répondre à des thématiques qui sont les thématiques qui me sont les plus importantes. Donc tout est assez structuré, comme tu peux voir. Il y a un truc assez intéressant, et c'est ce que pousse Amazon et Laurent, c'est la digitalisation des entreprises aussi. C'est d'anciens modèles qui se transforment pour aller sur le web, pour accroître leur business, etc. Tu t'intéresses aussi à cette partie-là? C'est pas une de mes 8 thématiques. C'est important, d'autres le font. Moi, je suis moins intéressé. J'ai déjà 8 thématiques très importantes. Celle-là, je suis content de voir qu'il y a des gens qui prennent le sujet en main. Mais je serais plus sur la régionalisation, le fait que nos ETI françaises sont un terreau exceptionnel dans le développement, dans la croissance, dans les exportations. Et donc, je vais plutôt essayer de voir de quelle manière on va pouvoir permettre justement à continuer à développer ce pouls économique qui est de notre pays. En particulier, montrer que les régions, encore une fois, on revient sur les régions, ça fonctionne. Pas à peine d'être forcément à Paris, pas forcément de tout changer. Et avoir un cadre de vie en plus exceptionnel. Mais encore une fois, soyez en phase avec vos aspirations. Et c'est vraiment ça, on l'a vu avec la Covid, de plus en plus de gens se posaient des questions en disant mais
est-ce que c'est ce qu'on m'a poussé à faire ou est-ce que j'ai dans mon substrat quelque part ou est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? C'est pas toujours facile, on n'est pas forcément on peut pas toujours faire ce qu'on veut, mais en tout cas c'est là où on doit tendre. Je suis clairement d'accord. Oui, si je peux me permettre, je pense que je pose du coup pas du tout le digital à ces grandes thématiques. Ces thématiques, c'est des buts. C'est quel objectif je donne à mon entreprise ou quelle direction. Le digital, c'est vraiment un outil très simple qui permet de servir tous ces buts-là. Et quand on parle de région, c'est d'ailleurs, enfin, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais c'est la thématique de cette Amazon Academy, comment le digital contribue à désenclaver les régions. Et je pense que c'est très important parce qu'on le voit aussi, nous, dans les PME qu'on accompagne, soit en marketplace, soit dans l'accélérateur du numérique, il y a une vraie diversité des régions. On a des entrepreneurs de toutes les régions et qui veulent avoir un impact local. Et je pense que c'est très important aujourd'hui, c'est une vraie demande et c'est pour ça que c'est dans les 8 objectifs que tu cites, j'en suis persuadé. Et le digital n'est qu'un outil pour ça. Le digital, c'est un outil pour tout le monde, on peut l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Mais si c'est pour faire le bien, aujourd'hui encore mieux. Et c'est ce qu'on voit aussi, c'est une vraie tendance, une vraie demande. Et on va commencer à répondre aux besoins, nous, aujourd'hui, en créant du contenu là-dessus, sur notre plateforme. Parce qu'on a des demandes des utilisateurs de l'accélérateur du numérique, d'avoir des vidéos sur comment on utilise le digital pour faire de l'écologie, du social, etc. Donc, et en plus, on a vu qu'il n'y a pas longtemps, Amazon va commencer à payer ses impôts. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Je pense paye nos impôts partout où on est implanté. Oh, non, ouais. Bon, je pense que ne rentre pas dans ces débats-là. Je pense que la bonne nouvelle, c'est que, comme n'importe quelle entreprise, les GAFAM vont eux-mêmes être maintenant, vont devoir payer. Il y a une prise de conscience quand même. Mais oui, heureusement. Et elle n'existait pas il y a quelques années de ça. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui se sont passées. Ce qui est pas mal, c'est de remettre tout d'équerre quand même, que chaque entreprise qui font du business dans le pays dans lequel ils opèrent doivent payer leurs impôts. C'est un peu le minimum. Donc voilà. Donc je pense que ça tombe bien. Mais après, je pense que tout le monde que... a été en phase avec ça. C'est peut-être passé par l'OCDE. Je pense que c'est une bonne chose et ça va remettre un petit peu le sujet derrière nous. Oui, cela dit, après Amazon crée des dizaines de milliers d'emplois en France. Enfin, il y a aussi toute une dynamique aussi importante. Nous, l'année dernière, on a dévoilé plus de 400 millions d'euros d'impôts qu'on paye. Et je pense que c'est important que tout le monde prenne sa part. On est d'accord là-dessus. Non mais j'adore. Il est bien sort. Merci beaucoup à tous les deux. Alexandre, merci d'être passé par le plateau de 01 Start. C'est vraiment un plaisir. Avec donc le petit livre Ose, petit par la taille mais grand par le contenu parce que franchement, ça scie en plus très très simplement. N'hésitez pas à demander aussi la nouvelle version avec le bonus et les 10 clés, la to-do list pour démarrer. On peut t'écouter aussi sur le podcast Pause, qu'on trouve un peu partout. Oui, partout. Merci encore. Merci à toi. Et puis Laurent Bancard, donc le patron de l'accélérateur du numérique. Vous le savez, toutes ces vidéos, on va dire pédagogiques, qui vous permettent donc d'apprendre des choses si vous avez envie de vous lancer. Et l'Amazon Academy, donc très bientôt, à partir de mi-novembre, c'est ça, le 10 novembre, voilà. Que vous retrouverez sur un site web qui est dédié. Amazon-academy.fr. Voilà, tout simplement. Merci à tous les deux. On continue 01 Start avec notre rendez-vous Business Stories maintenant. 01 Start, votre rendez-vous dédié à l'entrepreneuriat tous les mois sur 01 TV. Notre rendez-vous Business Stories et je vous présente nos deux invités maintenant. Romain Béhaguel est avec nous. Bonjour Romain. Bonjour. Fondateur de Prêt à Pousser. Comment la tech et on va dire le côté malin, la malice peut arriver, peut vous pousser à faire une entreprise assez intéressante sur le fait de faire pousser plein de choses à la maison de manière très intéressante. On va découvrir ça dans une minute. Et puis Jacques Tiberghien est avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour. Cofondateur donc de Mes Chaussettes Rouges. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? On vend des chaussettes et pas que rouges. Et pas que rouges, c'est ça qui est intéressant. C'est rassurant aussi. Voilà. On va découvrir à tous les deux vos parcours inspirants. Comment aujourd'hui vous êtes devenu entrepreneur. On va peut-être commencer par Romain. Romain, Prêt à Pousser. Donc on explique ce que c'est. Déjà ? Tout à fait. Alors Prêt à Pousser, c'est on conçoit et on vend des potagers d'intérieur qui permettent à monsieur et madame tout le monde de faire pousser du basilic, de la salade, de la pimprenelle, des fleurs. Donc c'est pour tous ceux qui veulent renouer le contact au quotidien avec le végétal, pour manger bien sûr, mais pas que, pour végétaliser un mur de salon, pour poser une fleur qui est en train de pousser, qui est vivante sur une table basse. Enfin voilà, on adresse un peu tous ces besoins. Et donc depuis 2016, on vend ces potagers qui viennent équiper les maisons en France et maintenant en Europe depuis quelques temps. Alors ce qui est génial, c'est que même si on n'a pas la main verte, on peut réussir, on va réussir, parce qu'en fait vous avez une solution qui est tout en un en quelque sorte. Tout à fait. En fait, c'est très simple, on réunit toutes les conditions qu'il faut pour qu'une plante s'épanouisse. Donc une plante où il faut de la lumière, de l'eau et des nutriments, donc de quoi manger si je puis dire. Donc la lumière, c'est un éclairage
éclairage LED qui vient vraiment apporter la bonne énergie aux plantes et qui se règle d'elle-même. Vous n'avez rien à faire. Et puis en dessus, dans les pots, vous avez ce qu'on appelle l'hydroponie, c'est-à-dire que les plantes évoluent dans l'eau. Et elles sont tout à fait autonomes, elles vont prendre l'eau et les nutriments dont elles ont besoin. Et vous avez juste à veiller au niveau de l'eau, c'est très intuitif. Et surtout à cueillir les plantes, parce que ça les dynamise, ça leur fait du bien. Et passer davantage de temps en cuisine, parce que ça c'est un point qui nous motive beaucoup quand on a lancé la boîte. Et alors, vous conjuguez végétal et technologie, parce que bien sûr, il y a de la tech. On est à la croisée entre une technologie avec effectivement un circuit embarqué, des LED, et puis aussi une technologie qui est basée sur un principe de piston qui permet aux plantes de flotter sur l'eau et d'être autonomes. Et puis effectivement, bien sûr, le végétal, on est à la croisée de ces chemins-là, ce qui rend l'aventure très intéressante, challengeante aussi. Mais voilà, alors c'est intéressant parce que ça existe depuis 5 ans et on voit qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'accélération de ce do-it-yourself. Oui. D'avoir ces fruits, ces légumes, ces herbes. Alors même si on ne va pas jusqu'à tout ça, mais au moins ces herbes aromatiques, cette petite fierté de pouvoir cultiver soi-même quelque chose qu'on va consommer après. C'était assez visionnaire finalement, parce qu'en 2016, c'était peut-être moins le cas, non? Oui, alors je ne sais pas si visionnaire, c'est peut-être un grand mot, mais en fait, on a commencé avec 2-3 postulats avec mon associé. On s'est dit, qu'est-ce qui nous anime au quotidien? Donc on voulait que ça soit autour de l'alimentation, de la food, comme on dit. Et on voulait que ce soit véritablement nouveau, innovateur dans ce domaine-là. Et effectivement, on vous regardait un petit peu les frustrations des gens et puis des débuts de tendance qui émergent depuis plusieurs années, c'est cette perte de contact avec ce que l'on mange. On ne sait pas ce qu'on a mis dans notre assiette, l'impact carbone de la moindre salade en grande surface, bien enveloppée dans son sachet plastique. Enfin, il y avait 2-3 choses quand même qui commençaient un peu à nous titiller. Et on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a peut-être, si on remontait un petit peu cette chaîne de valeur agroalimentaire, si on permettait à chacun d'être en fait en partie producteur de ce qu'il mange. Donc c'est ça un petit peu le fait déclencheur, oui. Et puis ensuite, c'est vrai que ces 2 dernières années, avec le Covid, peut-être à accélérer les choses ou à renforcer encore ce besoin d'être davantage en contact avec ce que l'on mange. Donc on en est ravis. Comment est né Prêt à pousser? Comment a germé cette idée, sans mauvais jeu de mots? Oui. Comment a germé cette idée C'est ça, c'est vraiment on s'était posé des postulats sur un papier, on s'est dit qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas faire. Donc on s'est dit on veut que ça traite de food. Voilà. On veut que ça soit vraiment nouveau, on ne veut pas juste sortir une nouvelle marque avec un nouveau packaging. Et voilà, on voulait vraiment jeter un pavé dans la mare. Donc ça, c'était vraiment les 2 postulats. Et ensuite, l'idée, elle ne tombe pas du ciel. Peut-être que ça arrive chez certains, mais nous, en tout cas, ce n'était pas le cas. On se réveillait le matin et on cherchait l'idée, mais elle n'était pas encore là. Donc on a passé beaucoup de temps, on était encore étudiants à l'époque, on a passé beaucoup de temps sur les réseaux, sur Internet, à discuter à droite à gauche sur ces thématiques-là qu'on avait ciblées. Et puis, c'est de fil en aiguille qu'on commence à percevoir une opportunité, quoi. Mais nous, vraiment, il faut se donner les moyens de trouver une idée. Moi, ce que je dis, c'est que ce n'est pas l'illumination du matin, quoi. D'accord. Et alors, vous avez une formation d'ingénieur, après vous avez fait une grande école de commerce. Voilà. Et c'est à l'issue de tout cela que vous vous êtes dit, je veux entreprendre, parce que j'imagine que vous aviez devant vous un carrefour de destin divers. Vous auriez pu aller dans une grande boîte, tout à fait. Faire du marketing. Le besoin, effectivement, il est né, on était encore étudiants. Les statuts de l'entreprise ont été déposés en mars, on a été diplômés en août, donc on était déjà un peu en avance de phase. Et ça, c'était très clair dans notre esprit qu'on voulait être un peu maître de notre destin, là, ce que j'ai entendu tout à l'heure, être en prise avec les choses, prendre des risques, vivre de façon un petit peu intense, quoi, dans notre monde professionnel et pas juste rentrer dans une filière peut-être un peu trop confortable. Enfin, en tout cas, c'est comme ça moi que je le vivais à l'époque. Je voulais être toujours un peu que ça frictionne un peu, comme je dis. Et ça, j'aimais bien. Voilà, je voulais me dire marcher sur la corde raide. Le quotidien de mon boulot, je me sentais vivre, c'était des émotions fortes et j'avais besoin d'émotions fortes au boulot. Voilà, c'est un peu, je pense, que ça qui m'a lancé. Donc effectivement, les statuts de la boîte ont été déposés, on était encore étudiants et ensuite on a toujours été un petit peu en avance de phase, toujours en déséquilibre instable pour avancer, quoi. Et ce qui a été ensuite déterminant, c'est bien s'entourer et très vite se mettre dans l'exécution, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on avait une ébauche d'idée, très vite, il faut commencer à développer un produit, et puis dès qu'il est à moitié développé, il faut commencer à le vendre. C'est vraiment très important. Jacques, alors vous, on est dans un autre domaine, on est dans la mode, dans les belles choses, puisque Mes Chaussettes Rouges, vous allez nous présenter tout ça, c'est un concept, alors c'est une boutique, mais c'est aussi un site où on peut acheter des chaussettes. Là encore, racontez-nous un peu votre parcours. Alors, mon parcours, en fait, il est assez proche parce qu'avec mon associé Vincent Metzger, on était encore étudiants quand on a lancé une première boîte dans la communication pour laquelle on n'avait pas forcément toutes les compétences. Et donc voilà, ça avait un peu commencé, ça démarrait pas super fort. Et
Vincent connaissait une marque qui s'appelle Gamarelli, qui est un tailleur à Rome qui habille le pape, les cardinaux, les évêques, etc. Et en fait, ce qui est marrant dans cette boutique, c'est que on ne peut rien acheter sauf des chaussettes. Et donc, elle a plus de 200 ans, c'est la plus vieille entreprise d'Europe. Pourquoi on peut acheter que des chaussettes? Parce que vous n'allez pas mettre des soutanes, vous n'allez pas mettre des chasubles. C'est pas facile au quotidien. Donc, et il y avait une toute petite notoriété faite par... il y a des premiers ministres qui en mettaient, enfin Balladur, Fillon, etc. Donc, parmi les gens qui aiment bien le vêtement, il y avait une toute petite notoriété et il y avait tout cet univers assez marrant bien sûr. d'une boutique romaine à l'ancienne qui évoque la Dolce Vita, voilà. Mais finalement, c'était un super marketing cette histoire-là. Et voilà, c'est exactement ce qu'on s'est dit. On a identifié que les chaussettes, c'était un marché où il y a très peu de marques connues. Si vous faites une sortie de métro, vous demandez aux gens, est-ce que vous pouvez me sortir 2 marques de chaussettes, une marque de chaussettes. Il y a très peu de gens qui peuvent en connaître. Ils achètent là où ils achètent le reste de leurs vêtements ou dans les grands magasins. Mais il n'y a pas de marque très installée. Et vous vouliez incarner la chaussette en fait. Et on s'est dit, on a cette histoire amusante. Donc on était étudiants pareil. Donc quand on est assez jeune, c'est peut-être le message à donner aux jeunes, c'est que en fait, comme vous n'avez jamais eu de salaire, ne pas en avoir au début, c'est pas vraiment un problème. Il suffit de continuer comme avant. Et donc. Mais il y avait papa-maman derrière. Comment ça se passe? Enfin, En fait. Vous viviez toujours chez eux? Oui, on avait un statut de sorte d'étudiant, donc on était, dormait chez mes parents, pour être très précis, puisque vous me posez la question. Voilà. Ensuite, moi, je me suis marié plus ou moins à ce moment-là. Ma femme travaillait, donc il y avait quelques revenus dans le ménage. Donc c'est vrai que c'est pas mal de commencer tôt parce qu'on a un sentiment de prise de risque extrêmement faible. Et puis on a un cocon toujours qui permet de prendre moins de risques. D'abord, on n'a quasiment pas de... Enfin, je veux dire, les étudiants ont peu de dépenses. Il n'y a pas encore une vie de famille avec une famille assumée, etc. Donc c'est vrai que on a identifié ça comme un bon moment et on s'est vraiment dit, on tente, et si ça ne marche pas, on arrête, si ça marche, on continue, etc. Et donc, c'est ça qui est merveilleux avec Internet et le e-commerce, c'est que vous avez des barrières à l'entrée qui sont microscopiques. Et nous, on a commencé, on leur a acheté 50 paires, vous voyez, c'est dérisoire. Et vous les avez achetés où, ces choses? One and One, immonde, mais à la limite, dans l'Internet des années 2009, c'était même pas si moche. Et on a tout de suite commencé par vendre, au bout d'une semaine, on a eu une commande de 7 paires, ça faisait 140 €. Enfin, vraiment, on est tous tombés de notre chaise, on était trop contents, machin. Et donc, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit. C'est vrai qu'il faut exécuter, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, il faut commencer à vendre vite, voir si ça marche, parce que le meilleur juge de paix, c'est pas des business angels, des prix, des médailles d'or de je sais pas quoi, c'est à la fin, est-ce qu'on vend pas quoi. Et donc, ça marchait modestement, bien sûr, mais vraiment, on a senti qu'il y avait quelque chose à faire. Il y avait déjà quelque chose dans ces chaussettes? Alors, c'est des chaussettes très haut de gamme, en fait, très fines, très légères, et donc d'un confort génial. C'est assez peu vendu en France. Enfin, c'est pas introuvable, je ne veux pas non plus exagérer, mais c'est ce qui se vend. C'est des chaussettes un peu plus épaisses, un peu moins haut de gamme, si je puis dire. Et donc... voilà, ça a trouvé rapidement son public, on a eu un peu de presse par ailleurs, etc. Donc voilà, très rapidement on a fait les premières ventes, on est vite allé à Rome pour pas que des grands magasins nous dament le pion. On a signé un contrat d'exclusivité avec eux, qui est un contrat qui était favorable et à eux et à nous, qui a duré 10 ans, qu'on a renouvelé pour 10 ans il y a 2 ans. Donc, vous voyez, donc c'est toujours eux qui vous fabriquent vos chaussettes? Voilà, sauf qu'on a intégré d'autres marques. En fait, on s'appelait Mes Chaussettes Rouges, donc on s'est tout de suite vu comme un multimarque. Et donc, on a intégré une deuxième marque, très prestigieuse aussi, parce qu'elle vient d'un tailleur qui faisait des habits d'académiciens. Donc, il y avait aussi un imaginaire super fort. Donc, il y a les chaussettes qui vont avec l'habit vert des académiciens. Et aujourd'hui, 11 ans plus tard, on est vendu dans la toute nouvelle librairie là, de l'Institut de France, qui est superbe. Vraiment, il faut y aller, c'est très réussi. Donc voilà, petit à petit, on a réussi à élargir l'offre, parce qu'au début, on vendait que 3 couleurs, rouge, violet, noir. Donc il y a plein de clients qui nous disaient, mais attendez, je veux du bleu marine, je veux du gris. Voilà. Et aujourd'hui, on a 600 références. Donc, il faut se rendre compte de ce que c'est que 600 références, mais c'est plein de couleurs, plein de matières, plein de hauteurs, des produits très sportifs. Et vous êtes toujours le spécialiste de la chaussette, toujours haut de gamme? Ah oui, on fait vraiment que du haut de gamme. Notre raison d'être, c'est de faire du luxe. Sauf que le luxe, il peut prendre plusieurs formes. Et en fait, c'est soit il y a des clients qui veulent du très fin, très léger. Il y a des clients qui veulent du très solide. Et les deux, c'est la
la meilleure qualité, mais en fonction des attentes, il y a des produits différents. Donc celui qui veut du très léger pour pas les sentir, il les met le matin, elles ne bougent plus, il les sent pas, il va prendre du très léger. Celui qui veut au contraire qu'il les trouve plus rapidement, pour lui la qualité c'est du solide, on l'a. Celui qui veut quelque chose de beaucoup plus sportif parce qu'il met en fait plus que des baskets, il a aussi du très haut de gamme. Vous voyez, en tennis par exemple, il n'y a pas de chaussettes. Tout le marché, c'est de la chaussette fabriquée en Asie avec des cotons moyens, pour ne pas dire pire. Et donc, si vous voulez des chaussettes haut de gamme de tennis, c'est quasiment introuvable. Donc voilà, il y a plein de petits marchés à créer et c'est ça qui est passionnant. Et sur l'objet peut-être le plus banal du monde qui est la chaussette, on arrive quand même à créer des histoires, créer des produits, créer des niches dans la niche, voilà. Romain, peut-être un mot sur qu'est-ce que vous diriez à tous ceux qui nous écoutent, qui ont envie de se lancer. Vous avez un petit tips peut-être à leur donner ou... Oui, je redis effectivement, être très vite dans le faire, vraiment être en prise avec les choses. Ouais. Le rythme est important aussi, il faut avancer vite parce qu'il faut vite se tromper, il faut vite tomber, il faut vite se relever. Donc il y a vraiment une notion d'itération et à quelle vitesse on itère qui est super important. Oui, faire le temps, l'échelle temps doit être assez... Tout doit être raccourci, courte. tout doit être accéléré. D'accord. Effectivement, moi quand j'entends des étudiants qui hésitent et dans leur verbatim, si j'entends qu'ils se posent davantage de questions que d'essayer de bidouiller des choses, moi ça m'inquiète un peu. Donc, il faut se lancer tout de suite. Voilà, il faut aimer être en prise avec les choses. Il faut aimer vraiment être dans le faire. Les 3/4 du temps, c'est pas très glamour parce qu'on est sur des sujets très concrets, on est main dans le cambouis. Donc je dirais ça. Et ensuite, ne pas se brider en amont. L'argent, il est là en France. Parce que nous on a démarré, effectivement on était étudiants, on avait un peu ce statut-là, on n'avait pas besoin de grand-chose. Très vite, dès que vous avez un début de quelque chose à présenter au réseau entreprendre, aux banques, vous avez tout un tas de subventions à l'échelle de la ville, du département, de la région, du pays. Donc on peut comme ça aller chercher 1 000 € par-ci, 5 000 € par-là, quoi. Donc on peut vraiment amorcer la pompe. Jacques, pour terminer. Moi, le tip que je donnerais, c'est vraiment faire un produit qui se différencie et bien réfléchir à en fait c'est quoi ma valeur ajoutée, qu'est-ce que j'apporte de différent. Alors soit le produit comme Romain est révolutionnaire, donc là on voit tout de suite ce qu'il y a de différent. On comprend la spécificité. Et même quand on est dans un produit super basique comme le nôtre, il faut vraiment se dire mais pourquoi les gens vont acheter chez moi plutôt qu'ailleurs. Moi ce que j'aime bien dire c'est vous vous lancez, vous avez 0 client. En fait pour avoir un nouveau client, les gens, ce qu'ils veulent la première fois, c'est pas un rapport qualité-prix, c'est quelque chose de nouveau. C'est ça qui va les séduire. Et ensuite, si le rapport qualité-prix est bon et c'est fondamental, ils vont racheter, ils vont revenir. C'est comme ça que vous allez fidéliser. Mais d'abord, pensez à faire quelque chose de singulier qu'on voit nulle part ailleurs. Merci à tous les deux. Merci Jacques Thibierguien, donc cofondateur de Mes Chaussettes Rouges. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Et puis Prêt à pousser avec Romain Béhaguel, cofondateur donc de ce concept. Merci. Et 01 Start se poursuit avec les tips. « 01 Start, les tips » avec nos 2 invités que je suis ravi d'accueillir. Stéphanie Bocage est avec nous. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Voilà, qui fait partie des personnalités qu'on retrouve régulièrement dans 01 Start, conseillère Pôle emploi. Stéphanie, dans un instant, on va s'intéresser justement à tous ceux qui ont envie de se lancer, qui sont peut-être dans une posture où ils travaillent encore, ils sont salariés, mais ils ont envie de changer d'univers, de changer de vie. Et Pôle emploi peut les accompagner et vous allez nous donner des conseils. Et puis on accueille aussi Emma France. Bonjour. Bonjour Emma, directrice des programmes d'entrepreneuriat à Impact HEC Paris. Et vous allez nous parler du French Tech Tremplin, qui est ce fameux programme gouvernemental qui accompagne les entrepreneurs dans leur digitalisation, alors avec des financements, etc., mais aussi énormément de conseils. Alors vous êtes, je disais, directrice des programmes d'entrepreneuriat à Impact HEC Paris. Comment justement vous vous imbriquez avec French Tech Tremplin ? Alors en fait, le programme French Tech Tremplin, il existe depuis 2019. Il a été lancé par la mission French Tech. Et l'idée, c'est vraiment d'ouvrir l'écosystème start-up à tout un tas de talents pour rendre cet écosystème le plus riche et pluriel possible et vraiment aussi aller chercher des entrepreneurs qui sont peut-être sous-représentés aujourd'hui dans l'écosystème. Et donc tous les ans, il y a en fait un fonctionnement par capitale. Donc nous, on est partenaire de French Tech Grand Paris. Et
il y a un appel pour avoir des opérateurs. Donc HEC est un des opérateurs de French Tech Tremplin. Et donc, avec d'autres opérateurs, on décline en fait une formation pour permettre de former des entrepreneurs aux bases, au tout début, au démarrage d'une activité et leur permettre dans la phase prépa d'entrer justement dans une formation de 8 semaines où ils vont avoir du mentorat, des cours, l'accès à un réseau et tout un tas de premières expériences sur comment on lance son entreprise. Et après, il y a une phase incubation dont on est partenaire aussi et qui permet aujourd'hui avec 30 partenaires dans French Tech Grand Paris d'accompagner, je crois que c'est plus de 200 entrepreneurs en tout en France pour leur permettre d'accéder aux incubateurs, aux accélérateurs. Comment vous sélectionnez ces startups en fait, ces futurs entrepreneurs? Alors en fait, c'est French Tech Tremplin donc, qui les sélectionne sur des critères d'éligibilité sociale. L'idée, c'est vraiment aussi d'aller chercher des entrepreneurs qui se seraient pas forcément dit c'est possible pour moi, je vais avoir accès à... Donner une chance à des personnes qui n'auraient peut-être pas eu cette chance-là dans un autre contexte. Ou qui n'auront pas même le réflexe et vraiment aller les chercher spécifiquement. Donc c'est les personnes qui vont être issues de quartiers prioritaires de la ville, bénéficiaires de minima sociaux, qui sont boursiers ou qui ont été boursiers à un moment donné, et vraiment d'ouvrir l'écosystème des talents aussi à ces personnes-là, en leur disant qu'ils ont aussi, avec leurs idées entrepreneuriales, quelque chose à apporter à l'écosystème. Et on veut vraiment leur proposer tout un tas de supports pour lancer leur activité sereinement, avec vraiment les mêmes avantages que s'ils sortaient de formations plus classiques. D'accord. J'imagine que vous avez plein d'histoires sympathiques à raconter, non? Enfin, des anecdotes. Oui, on a des beaux projets. Et des belles histoires parce que, en fait, je pense que ce qui est très important quand on est entrepreneur, c'est de se dire qu'il n'y a pas de questions bêtes. Et surtout quand on est dans une formation comme ça, d'y aller. Et typiquement, on a des entrepreneurs. Dans le cadre d'une formation, nous, on dit beaucoup, on intervient auprès d'eux avec beaucoup de bienveillance mais sans concession, beaucoup de bienveillance pour le porteur de projet mais sans concession pour le projet, et on essaye d'être vraiment cash et de leur dire ce qui va pas pour garantir le succès. Bien sûr. Et là c'est le moment où du coup les entrepreneurs se sentent sécurisés pour poser les questions qu'ils n'oseraient peut-être pas poser, et en fait ça c'est important, oser être curieux, poser des questions, y aller et se dire j'ai pas compris, réexpliquez-moi. Ça c'est le premier travail d'un entrepreneur. Et dans les histoires intéressantes, c'est souvent les projets, on va dire, les plus forts et les plus qui nous embarquent vraiment, c'est quand le porteur de projet ou la porteuse de projet vit aussi la situation. Et on a une entrepreneuse comme ça qui a été dans une position d'aidante familiale pendant très longtemps, qui a vécu toutes les problématiques des démarches, des longueurs, des difficultés à accéder à certaines formalités, à certaines démarches. Et elle a lancé une plateforme de mise en relation entre des aidants, donc des particuliers ou même des entreprises, et des travailleurs sociaux libéraux, qui permettent aussi aux familles d'avoir accès peut-être plus facilement et plus rapidement à tout un tas de services publics. Intéressant. Vous restez là, hein, bien sûr, Emma. Stéphanie, c'est top, cette initiative de French Tech Tremplin. Et ce que je retiens aussi des propos d'Emma, c'est ne pas avoir peur de poser des questions stupides. Et j'imagine que parfois, vous aussi, quand vous avez des jeunes ou des moins jeunes qui viennent à Pôle emploi, il y a peut-être cette barrière de dire tiens, je vais poser cette question qui est bête. Non, il faut les rassurer tout de suite et leur dire qu'il faut poser toutes les questions dès le départ pour être le mieux possible dans son futur projet. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, Stéphanie, c'est que Pôle emploi accompagne évidemment tout type de profil à n'importe quel moment finalement, et même quand on est encore salarié d'une entreprise, on peut se trouver à la croisée des chemins, dire bah voilà, j'ai terminé mon histoire avec cette boîte, j'ai envie de passer à autre chose, peut-être même créer mon entreprise. C'est à ce moment-là même, avant d'avoir quitté peut-être sa boîte, qu'on peut venir vous voir pour du conseil. Ils peuvent appeler le 3949 ou se renseigner sur le site internet de Pôle emploi sur les futures aides en fonction de leur rupture de contrat. Donc bien sûr, il faut bien assurer et sécuriser son futur projet et bien partir de son entreprise. C'est-à-dire soit négocier une rupture conventionnelle, mais pas démissionner, parce que la démission peut engendrer le fait de ne pas avoir de droit à locataire et ce qui pourrait gêner le futur projet. Ça, c'est super important. Très Stéphanie. important. On ne peut pas partir comme ça d'une boîte, même si
on a des étoiles dans les yeux parce qu'on sait ce qu'on va faire par ailleurs. Il faut savoir que si on démissionne, on peut ne pas bénéficier des allocations chômage en fait. Voilà, donc il faut faire très très attention et se renseigner avant de prendre une décision qui pourrait engendrer le futur projet et ne pas le faire qui ne se réalise pas du tout. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Alors déjà se renseigner auprès d'un conseiller Pôle emploi par exemple en appelant 49 ou se renseigner sur le site de Pôle emploi pour voir quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier des droits en cas de démission, quels sont les motifs légitimes et si on ne fait pas partie de ces motifs légitimes, peut-être retourner voir son employeur pour négocier une rupture conventionnelle ou bien voir s'il est possible d'être licencié par la suite et avoir droit à ces allocations. Une rupture conventionnelle, ça veut dire de l'argent, non? Enfin, ça veut dire potentiellement que l'employeur va verser, mais ça dépend aussi de la durée de contrat dans lequel on était avant. Donc la somme varie. D'accord. Et alors ça, c'est la première étape, bien partir de son entreprise proprement, et puis on ne sait pas demain ce qui va se passer. Hein. Voilà. Si demain on devient entrepreneur et peut-être que la boîte pour laquelle on travaillait peut devenir un client, on ne sait jamais. Hein. Ça peut arriver, donc toujours bien partir proprement. Bien proprement. Et puis après, vous avez toute une série d'accompagnements en fait. Hein. Voilà. Donc l'accompagnement peut être l'accompagnement à la création et l'accompagnement financier. Donc financier, c'est la transformation de ces allocations. Donc on peut décider d'avoir ces allocations sous forme de capital, ça s'appelle l'ARS. Donc c'est 45% des droits restants dus qui sont versés en 2 fois, à 6 mois d'intervalle. C'est pour l'aide à la création reprise d'entreprise. Mais ça se substitue en fait au chômage, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, on ne touche pas d'argent. On ne touche pas, donc ça peut servir de capital par exemple. D'accord. Mais il faut bien réfléchir. Il faut réfléchir et dire que cet argent qui va être pour le capital de mon entreprise ne va pas servir de rémunération. De rémunération. Donc il faut que j'ai un plan B à ce moment-là. Il faut savoir si l'entreprise va fonctionner tout de suite et pouvoir dégager des bénéfices pour pouvoir se rémunérer ou pas. Après, il y a une autre solution, c'est le maintien partiel des allocations. C'est la possibilité de toucher une partie de ses droits ou la totalité mensuellement, tout en développant son projet, en ayant créé son entreprise. Donc ça c'est bien parce que c'est un peu un airbag en quelque sorte. C'est un airbag et ça se substitue à la rémunération qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire que ça n'apportera peut-être pas suffisamment d'argent pour créer son entreprise, mais au moins on a une rémunération qui vient tous les mois tant qu'on a des droits. Stéphanie, est-ce qu'avant de partir justement de ma boîte et de me lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'il faut que je mette un petit peu d'argent de côté ou pas? Tout va dépendre de son projet. Est-ce que ce sera de la prestation de service? Est-ce que ça va être de l'achat-revente? Tout va dépendre de son projet. Il y a certains projets où il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'argent dès le départ parce qu'on va vendre son intellectuel, on va faire une prestation de service. Par exemple, je décide de donner des cours particuliers. On n'aura pas forcément besoin de beaucoup de matériel. Un PC ou acheter un... Voilà. Et par contre, si on doit faire de l'achat-revente, il va falloir acheter les produits pour pouvoir les revendre. Et comment on va les vendre? Est-ce que ce sera dans une boutique, via un camion, via une voiture ou autre? Donc là, ça nécessite forcément un apport et de l'argent. Stéphanie, en plus de tout ce dont vous venez de nous parler, est-ce que je peux aller taper à la porte de certains organismes pour avoir des financements supplémentaires? Oui, il y a la possibilité, autre qu'organisme, on peut aussi demander à son entourage. Ça peut être une première solution. Qui nous prête de l'argent? Qui prête de l'argent. Après, il peut y avoir des exonérations de charges en fonction de la somme qui aura été prêtée. On peut demander un prêt d'honneur. Donc auprès d'associations qui font ces prêts d'honneur, où on peut demander un microcrédit. Donc c'est un petit crédit qui pourrait aussi être cumulable à un prêt d'honneur ou un prêt d'une banque. On peut utiliser les plateformes de crowdfunding qui sont des plateformes d'investissement. Donc on peut avoir soit un don, un prêt ou un investissement. Et puis aussi il y a les concours. Il y a beaucoup de concours qui sont organisés soit par des associations, des villes, par des départements qui permettent aux futurs créateurs, en présentant leur projet, d'avoir aussi une somme d'argent pour pouvoir réinvestir dans leur entreprise. Et puis il y a aussi les incubateurs. Les incubateurs sont là, oui, pour accompagner les futurs créateurs pendant 3 ans, mais ils peuvent aussi servir de lien pour trouver des investissements. D'accord. Emma, est-ce que de temps en temps, vous donnez comme ça des coups de main Est-ce que vous récupérez par exemple des personnes qui sont allées à Pôle emploi, qui viennent vous voir, etc. Il y a des passerelles entre vous ou pas?
Oui, tout à fait. Dans les programmes qu'on opère et dont on s'est inspiré typiquement pour faire la prépa French Tech Tremplin, un des programmes à HEC qui s'appelle HEC Stand Up, c'est une formation gratuite pour les femmes à l'entrepreneuriat. Et on a beaucoup de personnes qui viennent en reconversion professionnelle après un emploi ou qui sont à Pôle emploi. Et en fait, je pense qu'il y a une structure de soutien en France par des aides, par les services que l'État peut mettre à disposition des créateurs, repreneurs d'entreprises, qui est absolument dingue. Et il ne faut pas hésiter à aller demander, à aller se renseigner, parce que ça peut paraître un peu compliqué, mais en fait, dès qu'on commence à demander et à être accompagné, c'est assez simple, c'est vraiment très bien pensé pour les entrepreneurs. Et après, ce qui est très intéressant dans ce que Stéphanie disait, c'est qu'il faut être très clair sur ses objectifs. C'est-à-dire que nous, on dit beaucoup à nos entrepreneurs, la vraie question, c'est combien est-ce que vous avez de temps ? Parce que le temps, c'est la première ressource d'un entrepreneur. Et un projet avec 5 heures par semaine ou avec 50 heures par semaine, il n'a pas la même tête au bout de 3 mois. Et de combien d'argent vous avez besoin ? Et cette notion, on va dire, ce principe de réalité face oui, c'est pas facile, côté... forcément. Non, c'est pas facile. Nous, se faire un business plan quand on n'a jamais fait ça. Mais après, c'est là où vous prenez le relais. Tout à fait. C'est pas facile. Et en fait, c'est une question de... Il y a la question des compétences. Et il y a la question de lâcher un petit peu son idée, parce que nous, on dit beaucoup, les entrepreneurs, ils tiennent à leur idée comme à un doudou, ils veulent pas le lâcher, sauf que le marché, il parle en fait, et il existe. Et donc, un des premiers éléments, c'est d'aller voir les clients sur le terrain, poser des questions, comprendre le besoin d'un client, parce qu'à la fin, pour un entrepreneur, le meilleur argent, ce sera toujours celui des clients, encore plus que celui des investisseurs et des banquiers. Et donc, nous, avant même de faire un business plan, les entrepreneurs qu'on accompagne en phase de démarrage, on leur dit, vous oubliez ça, c'est pour un peu plus tard. Déjà, on va se concentrer sur des clients qui payent, pourquoi est-ce qu'ils payent, pourquoi est-ce que votre solution plutôt qu'une autre, quel est vraiment leur besoin. Et arriver à avoir cette compréhension-là, ça fait qu'on peut créer vraiment une entreprise, une activité qui soit solide. Stéphanie ? C'est la plus-value en fait. Tout à fait. Voilà, c'est exactement ça. Merci beaucoup à toutes les deux pour tous ces conseils. Avec plaisir. Emma France, donc directrice des programmes d'entrepreneuriat Impact HEC Paris. On en sait un petit peu plus sur le French Tech Tremplin. Et merci à Stéphanie Bocage, donc conseillère Pôle emploi. Et bien voilà, cette heure dédiée à l'entrepreneuriat est terminée. Merci de nous avoir suivis pour ce 01 Start numéro 4. Ça a été un plaisir que de vous accompagner, bien évidemment. Les replays des précédentes émissions qui vous attendent, bien sûr, sur 01 TV, sur YouTube, sur 01net.com si vous découvrez à peine ce premier numéro. Et on se retrouvera très vite, j'en suis sûr. À bientôt.